Au-dessus des eaux chaudes du Pacifique occidental, les Philippines se déploient comme un vaste archipel qui brise l'horizon. Il y a des milliers d'îles couvertes de jungles denses et de côtes déchiquetées, où l'humidité imprègne tout et la chaleur ne laisse aucun répit. Dans ces terres, les montagnes se perdent parmi les nuages bas, et les jungles respirent le poids de siècles inchangés. Isolées du reste du continent depuis des millions d'années, ces îles n'ont jamais rencontré les grands prédateurs des autres latitudes. On n'y trouve ni lions, ni tigres, ni loups. Au lieu de cela, la survie était laissée aux créatures qui avaient perfectionné l'art de la traque. Dans ce coin du monde, le chasseur règne dans l'ombre, la patience et l'attente silencieuse. Dans un écosystème aussi diversifié, le véritable défi n'est pas la présence de grands prédateurs, mais les détails qui se cachent dans chaque ombre. Un tronc fissuré où se cache un serpent, des feuilles sèches qui trahissent une empreinte furtive ou un saut mal calculé entre les branches les plus hautes. Aux Philippines, la survie ne repose pas sur la vitesse ou la force, mais sur la capacité à s'adapter à un environnement en constante évolution. Des civettes glissent dans l'ombre, des pythons réticulés sont capables d'abattre des proies plus grosses qu'eux, des crocodiles des Philippines se cachent encore dans des rivières isolées et des lézards plongent dans l'eau pour s'échapper. Des oiseaux aux couleurs incroyablement vibrantes brisent la monotonie du feuillage, tandis que des crapauds couronnés de minuscules cornes et des serpents venimeux transforment le sol humide en terrain périlleux. Et tout là-haut, l'aigle des Philippines, l'un des rapaces les plus puissants de la planète, veille d'un regard immobile. Chaque créature ici a perfectionné son instinct pour survivre dans un environnement imprévisible, où la menace peut être cachée dans le calme apparent d'une feuille ou le scintillement d'une piscine sans nom. Et comme si cela ne suffisait pas, les pluies arrivent sans prévenir. L'humidité transforme chaque surface en piège et la compétition pour la nourriture et le territoire n'offre aucun répit. Dans cet archipel, il n'y a pas de répit pour ceux qui ont confiance en eux. Bienvenue aux Philippines. Un paradis traître où l'éblouissant et le menaçant battent à l'unisson. Dans cet écosystème où la vigilance et la furtivité sont de mise, certaines créatures deviennent presque invisibles, se glissant dans l'obscurité sans laisser de traces. Parmi eux, un chasseur qui se cache au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il n'appartient pas aux grands félins d'Afrique et ne partage pas les plaines dégagées où le soleil projette des silhouettes lointaines. Ce prédateur vit en altitude, parmi les branches entrelacées et les racines gorgées d'eau, loin de la vue humaine. La panthère nébuleuse des Philippines est un animal qui évite le spectacle, mais son corps raconte une histoire différente. Sa fourrure, couverte de marques irrégulières qui ne ressemblent ni à des rosettes ni à des rayures, mais plutôt à des formes diffuses rappelant des bancs de brouillard au-dessus du feuillage, en fait un fragment vivant de la forêt. Chacune de ces marques semble destinée à se fondre dans l'obscurité, et c'est ce qu'elle fait. Son anatomie révèle une vie consacrée à la traque. Il présente les proportions les plus inhabituelles parmi les félins arboricoles. Des pattes courtes et puissantes, des griffes exceptionnellement courbées et une queue aussi longue que son corps, qui lui sert de contrepoids lors de manœuvres impossibles. Il peut se suspendre la tête en bas à une branche et descendre d'un tronc comme un primate, une capacité presque unique parmi les prédateurs de sa taille. Mais sa caractéristique la plus unique est sa gueule. Aucun félin moderne ne possède des crocs supérieurs aussi longs par rapport à son crâne. Ces pièces rappellent les anciens chats à dents de sabre, capables de percer les vertèbres d'un singe d'une seule morsure ou de percer le cou d'un cerf. Chasseur solitaire et crépusculaire, son quotidien est dépourvu de sentiers battus. Il grimpe, observe, attend. Son alimentation est variée, mammifères arboricoles, oiseaux, reptiles, et lorsque l'occasion se présente, des proies dépassant sa taille. C'est l'un des rares félins capables de tuer un animal plus gros sans avoir besoin de le poursuivre. Parmi les branches épaisses bordant un marais, un oiseau adulte est resté immobile pendant des heures. L'air reste dense, immobile, comme si tout autour de lui retenait son souffle.
En contrebas, sur la surface trouble, un jeune crocodile s'approche du rivage. Chaque mouvement crée un lancillage parmi les feuilles flottantes. Le félin attend. Rien ne presse. Dans cet environnement, la survie appartient à celui qui maîtrise le timing. Quand cela se produit, il n'y a ni violence ni bruit, juste une décision précise. Le crocodile parvient à peine à s'en débarrasser. La proie cède et le fourré s'en empare. Pas de fête, pas de bruit. Une mort silencieuse, une scène que la forêt répète loin de tout regard. Ici, la brutalité n'est pas annoncée, elle est exécutée. Pendant ce temps, dans les montagnes de Mindoro, les premières lueurs du jour commencent à filtrer à travers le brouillard. L'aube tombe sur les pentes brumeuses et dans les clairières qui apparaissent à peine parmi la végétation dense, une créature se déplace avec une prudence ancestrale. Il s'agit d'un tamarao, l'un des derniers qui persiste encore à l'état sauvage. Contrairement aux autres bovidés, cet animal ne recherche pas la protection du troupeau. Il vit en totale solitude et sa raison d'être n'est pas capricieuse. Dans un archipel en pleine mutation, où le relief et les menaces humaines ont fragmenté les corridors naturels, ceux qui ont appris à se déplacer seuls et à éviter les sentiers familiers sont ceux qui ont réussi à survivre. Son corps, plus compact que celui de ses parents continentaux, lui permet de se déplacer dans des zones escarpées où aucun autre n'ose traverser. Éviter les prairies ouvertes et rechercher plutôt les coins cachés, les ravins humides et les vasières profondes qui déroutent les prédateurs. Même si cela peut sembler être un inconvénient, c'est en réalité une ressource très efficace. Dans la nature, les sentiers faciles sont souvent semés d'embûches. La présence discrète et marginale du tamarao rappelle que la seule chance de survie réside peut-être dans les recoins les plus accidentés. Après avoir progressé furtivement dans les sous-bois épais, le tamarao s'arrête devant une clairière où poussent des herbes fraîches et robustes. Sa mâchoire puissante commence à déchirer les feuilles mouillées, tandis que ses yeux restent attentifs à tout mouvement. Nourrir est un acte mesuré, car chaque pas en dehors de la sécurité de l'abri peut être fatal. Pourtant, c'est là, dans ces recoins reculés, qu'ils trouvent les ressources qui leur permettent de survivre. Pourtant, cette stratégie ne garantit pas leur survie. En raison des changements dans son habitat, il reste moins de 200 spécimens de ce bovidé unique. Chaque jour qui passe est un acte de plus dans leur lutte constante pour éviter l'extinction. Un effort incessant pour continuer à exister face à un destin de plus en plus incertain. Il ne recherche ni compagnie ni refuge au sein de la meute. Sa solitude est une stratégie et non un isolement imposé. L'existence du tamarao repose sur un équilibre délicat entre le risque constant et l'impératif de persévérer, jour après jour. Alors que dans les hauteurs de Mindoro, la prudence garantit la survie, dans les jungles des basses terres des Philippines, le principe n'est pas différent. La vie trouve son chemin à travers ce qui est caché. Et ceux qui maîtrisent cet environnement n'ont pas besoin de vitesse ou de chiffres, mais plutôt de patience et de maîtrise absolue du terrain. La chaleur dans la jungle des basses terres des Philippines ne diminue pas avec la tombée de la nuit. L'humidité persiste, suspendue dans l'air, étouffant chaque son, chaque mouvement. Dans cet environnement saturé de vie et de délabrement, certaines créatures n'ont pas besoin de lumière pour régner. Parmi les racines inondées et les ravins sombres, un python réticulé patrouille son territoire. Ses écailles, aux motifs irréguliers et changeants, reflètent les nuances de l'environnement. Ocre, vert, ombre mouvante. Il se déplace sans urgence, certain que la jungle lui appartient. Ce prédateur ne se fie pas à la vitesse. Des millénaires d'adaptation lui ont permis de mesurer les vibrations du sol et l'odeur du vent. Contrairement aux chasseurs à la démarche rapide, le python est un maître de la longue tige, de l'espace étroit et du piège végétal. Et c'est dans ces marges discrètes qu'il attend. Un macaque, confiant dans la sécurité des sous-bois, descend dans un bassin. Il s'arrête, il hume l'air épais, il ne perçoit aucune menace. À quelques mètres de là, un serpent immobile semble faire partie du sol marécageux, une racine sombre parmi la boue et les feuilles mouillées. Pendant quelques minutes, rien ne se passe. Jusqu'à ce que le python, d'un seul coup, tende son corps. L'embuscade est immédiate, brutale et silencieuse.
Aux Philippines, cette même patience mortelle a transformé l'espèce en une menace inattendue pour les communautés voisines. Dans les plantations, les poulaillers et les villages marginaux, de grands spécimens se cachent dans l'obscurité, laissant dans leur sillage des victimes dont le sort n'est révélé que lorsque la jungle a déjà accompli sa durée de vie. Peu de prédateurs restent aussi fidèles à leur nature ancestrale. Ici, où la jungle dicte les règles, le python réticulé est une force incontournable, silencieux et patient, capable d'attendre des heures, des jours, voire des semaines pour un seul instant. Un moment où la vie et la mort sont en équilibre brutal. Ainsi, la domination du python se maintient, dans l'ombre, montrant qu'aux Philippines, la nature n'abandonne jamais, trouvant toujours des moyens de s'adapter et de persister. Cet archipel fragmenté au milieu de l'océan Pacifique, avec plus de 7000 îles réparties sur 1 million de kilomètres carrés de terre et de mer, est le cadre où ces forces invisibles façonnent les jungles, les mangroves et les montagnes, créant un refuge pour une faune unique, résultat de millénaires d'isolement géographique. Dans cette zone, les températures restent presque constantes, avec une humidité qui enveloppe l'environnement, oscillant entre 27 et 30 degrés chauds pendant la journée, et une légère fraîcheur la nuit. La jungle dense est un système complexe où chaque arbre, chaque vigne et chaque sol sont vivants, connectés dans un équilibre fragile. Cependant, une chose ressort lorsqu'on observe cette vaste biodiversité. Il n'y a pas de grands félins, pas de loups, pas même de grands prédateurs terrestres qui dominent la chaîne alimentaire dans d'autres écosystèmes. L'absence de ces chasseurs est une conséquence directe de la formation géologique et de l'histoire évolutive de l'archipel. Pendant des millions d'années, les îles des Philippines ont été isolées par la mer, une barrière naturelle qui empêchait l'arrivée de grandes espèces capables de dominer les forêts. Alors que sur d'autres continents, les félins et les canidés ont évolué en tant que prédateurs de premier plan, ici, l'écosystème a pris une direction différente. Sans grands chasseurs terrestres, la pression sur les espèces était différente, et cela se reflète dans les adaptations observées. Les animaux philippins ont appris à survivre sans la peur constante d'un prédateur plus grand. Nombre d'entre eux sont devenus plus audacieux et plus actifs au-dessus du sol. D'autres ont développé des méthodes de défense spécifiques, allant d'un camouflage impeccable à des habitudes nocturnes pour éviter la concurrence. La présence dominante de grands oiseaux de proie, comme l'aigle des Philippines, a reconfiguré la pyramide trophique. Ces rapaces, qui chassent dans la canopée et au sol, occupent la niche des prédateurs supérieurs avec une férocité et une spécialisation qu'aucun autre rapace n'atteint dans les forêts tropicales fermées. Dans cette jungle, la menace vient du ciel, pas de la terre. Cette absence de grands carnivores terrestres permet à des espèces comme le tamarau de prospérer avec moins de pression directe. Cela a également profité aux primates comme les macaques et les galagos, qui se déplacent avec assurance parmi les branches en s'appuyant sur le fourré et la surveillance aérienne pour éviter d'être surpris. L'évolution se révèle ici comme un équilibre délicat, profondément lié à la géographie. L'isolement maritime, le climat constant et la structure fragmentée de l'archipel ont forgé un écosystème où la taille et la férocité ne sont pas les seuls facteurs de survie. L'adaptation, la spécialisation et la symbiose dominent la scène. Ainsi, l'archipel des Philippines offre un cadre où la vie non seulement survit mais se réinvente, remettant en question les schémas communs des autres continents, nous rappelant que dans la nature, les règles peuvent être différentes, mais l'équilibre persiste. Les forêts tropicales des basses terres de Mindanao respirent une humidité constante. Au niveau du sol, l'air est épais et chaud, caressant les lisières des arbres d'une légère brume qui semble flotter sans but. La lumière filtre difficilement à travers la canopée, projetant des lueurs éparses qui tremblent parmi les feuilles. Tout là-haut, là où les branches se brisent en labyrinthe tortueux, une silhouette attend, immobile. L'oiseau reste perché sur une branche nue, à plus de 30 mètres du sol. Sa silhouette robuste, presque disproportionnée pour un chasseur aérien, brise les contours du feuillage telle une ombre ancestrale. C'est l'aigle des Philippines, un prédateur d'un autre temps, isolé sur un archipel qui lui a refusé des concurrents de sa stature. Ses yeux profonds et d'acier n'explorent pas l'horizon, mais plutôt l'intérieur de la forêt.
Observez d'en haut les mouvements imperceptibles des macaques à longue queue à la recherche de fruits près d'un ruisseau. La brise soulève son panache de plumes, une couronne rugueuse qui n'orne pas. Elle agit comme une visière naturelle, filtrant la lumière oblique qui perce la cime des arbres et lui permettant de distinguer des formes parmi le mouvement vert. L'oiseau ne descend pas à toute vitesse. Dans son monde, la patience est plus précieuse que l'élan. Il s'adapte, calcule les distances et les voies de fuite possibles. Aucun prédateur terrestre ne pourrait atteindre ces hauteurs, mais la jungle ne pardonne pas les erreurs. Et cet oiseau de proie perfectionne sa méthode depuis des générations. Sa force réside dans sa maîtrise absolue de son environnement. Ses serres sont plus puissantes, proportionnellement à sa taille, que celles de tout autre oiseau vivant. Il peut fracturer les os au premier contact. Il sait que le coup doit être précis. La jungle dense n'autorise pas de seconde chance, et le feuillage épais peut absorber une proie blessée en quelques secondes. Lorsqu'il décolle enfin, pas de cris, pas de battement d'ailes. C'est une descente contrôlée, comme un fragment d'ombre se détachant de la voûte et tombant. En un instant, la jungle cesse de résonner. Les singes sentent la menace, mais il est trop tard. Une jeune femelle, distraite par l'eau, ressent un choc soudain qui lui brise la clavicule avant que son cri ne puisse traverser les branches. L'aigle des Philippines ne reste pas au sol. D'un bref effort, il s'élève à nouveau, emportant sa proie. Le poids ne l'intimide pas du tout. Dans les jungles de Mindoro et de Mindanao, cet oiseau a abattu de petits cerfs et des sangliers. Rares sont les rapaces au monde qui maîtrisent la chasse rapprochée comme celui-ci. C'est un chasseur d'ombre, adapté pour se déplacer silencieusement parmi les arbres, à l'écorce humide et les lianes pendantes. Son quotidien ne dépend pas de l'abondance, il repose sur la vigilance. Elle peut passer des heures immobiles dans un seul arbre, à étudier les itinéraires, à mesurer les schémas. Quand la nuit tombe, il retourne à son nid construit dans les fourches les plus hautes où un seul poussin occupe le centre de son attention pendant des semaines. Seule elle et son partenaire occupent ce territoire. Personne d'autre ne peut survivre dans ses limites. Contrairement aux autres rapaces tropicaux, cet aigle quitte rarement la canopée. Le ciel ouvert n'est pas son domaine réservé. Leur monde se situe dans les couches supérieures de la jungle humide où leur plumage facial agit comme un bouclier optique, protégeant leurs yeux des flashs fugaces, leur permettant de voir ce qui reste caché aux autres. Malgré sa maîtrise, sa plus grande menace n'a jamais volé. Les haches et les incendies dévorent lentement la forêt qui l'abrite. Par conséquent, bien que ses compétences surpassent celles de tout autre chasseur insulaire, l'aigle des Philippines est confronté à un territoire en diminution. Un prédateur absolu dans un pays qui lui refuse chaque jour un peu plus d'espace. La nuit enveloppe les pentes du mont Makiling, près de Laguna, d'un silence humide qui n'est rompu que par le bruissement des feuilles. Sous cette épaisse canopée, une silhouette glisse avec une démarche presque féline. Il s'agit de la civette palmiste des Philippines, un prédateur nocturne qui défie toutes les attentes sur le sol insulaire. Son corps robuste, recouvert d'une fourrure rugueuse, et marqué par un masque facial blanc sur un visage sombre, perce les ombres et la mousse avec une élégance tranquille. Leurs grands yeux brillants, adaptés à l'obscurité, reflètent une intelligence ancestrale que peu d'oiseaux de proie ou de mammifères de leur taille peuvent égaler. La civette peut se coucher au sol ou grimper furtivement jusqu'à 10 mètres entre les branches, grâce à ses griffes acérées qui lui confèrent une souplesse de mouvement unique. Il se déplace avec un double objectif, chasser et disperser les graines grâce à ses excréments, une fonction vitale pour la régénération des plantes. Abondant dans les forêts primaires et secondaires, il s'aventure également dans les vergers de manguiers, les jardins de banlieue près de Manille et dans les limites des communautés rurales. Leur régime alimentaire est varié, des fruits juteux comme la goyave, le durian ou le café sauvage, ainsi que des insectes, des grenouilles, des petits rongeurs, des oiseaux et des œufs. Cependant, ils jouent un rôle crucial lorsque vous consommez des cerises de café. Une fois digérées, une partie de leur contenu fermente à l'intérieur et, quelques jours plus tard, les graines sont expulsées avec leurs excréments, prêtes à germer dans le sol. Ce transit presque inaperçu contribue à maintenir l'équilibre végétal dans les fourrés qu'ils traversent. Solitaire et territorial, son activité s'intensifie durant les nuits sombres.
Il évite de se déplacer uniquement lors des pleines lunes, lorsqu'il sait que des prédateurs aériens patrouillent dans son ciel. Ce soir, la forêt respire l'humidité. Des feuilles trempées recouvrent le sol et l'air reste immobile et dense. Dans l'ombre, une civette avance prudemment. Ses mouvements sont mesurés, presque imperceptibles. Il s'arrête près d'un tronc d'arbre abattu et lève la tête. Son regard glisse entre les branches, attentif au moindre tremblement. Un minuscule gecko bouge à peine sur un morceau d'écorce. La civette reste immobile. Attendez. Rien chez elle ne semble précipité. Puis il fait un pas. Ses pattes effleurent les feuilles sèches qui cèdent dans un murmure étouffé. Un craquement de mousse qui se détache signale son avancée. La distance se raccourcit, mais rien ne presse. La civette sait que la lenteur est la certitude. D'un bond contenu, il glisse jusqu'à la base du tronc. Ses moustaches vibrent, son regard fixe, et ce n'est qu'en une fraction de seconde qu'il attrape le reptile dans sa gueule. Ni fureur, ni choc, juste efficacité. Pendant un instant, elle reste immobile, comme pour confirmer que rien d'autre n'a changé autour d'elle. Puis il monte lentement le long du tronc, s'arrête à mi-hauteur et tourne la tête. Le masque facial se détache clairement dans la pénombre. Ses yeux sombres et enfoncés scrutent les environs avec le calme de quelqu'un qui en connaît les moindres recoins. Sa place est ici, et chacun de ses pas répond au rythme précis de la jungle. Dans la nature sauvage des Philippines, chaque créature occupe son propre territoire et son propre emploi du temps. Quand l'un se retire, un autre prend sa place. Et aux heures les plus sombres de la nuit, parmi les racines humides et les troncs creux, l'un des habitants les plus anciens et les plus discrets de l'archipel prend vie. Le pangolin des Philippines, l'un des animaux les plus uniques de cet archipel, se déplace lentement à quatre pattes. Sa silhouette, recouverte d'écailles durcies, ressemble à une succession de plaques anciennes, conçues pour résister aux dents et aux griffes. Mais ce qui attire immédiatement le regard, c'est son visage conique, couronné d'un museau allongé, humide et sensible. Ce n'est pas seulement un nez, c'est leur outil de survie. Cet organe spécialisé, perfectionné par des générations d'adaptation, lui permet de détecter des colonies de fourmis et de termites, même à plusieurs mètres de distance, cachées sous des troncs pourris ou parmi des racines. Chaque inhalation transporte de minuscules particules qui, en atteignant votre système olfactif, activent des connexions directes avec votre cerveau. Cette interprétation rapide des odeurs vous permet de réagir avec précision à la moindre concentration de phéromones ou à l'humidité d'une fourmilière fraîchement ouverte. Il ne s'agit pas seulement de traquer la nourriture. Leur nez capte également les signaux chimiques provenant d'autres individus, de prédateurs ou de changements environnementaux. Dans un écosystème où les sens doivent anticiper la vue, leur odorat fait toute la différence entre trouver sa nourriture et tomber dans un piège. Mais cette anatomie a ses limites. Dépourvu de mains habiles ni de membres capables d'effectuer un nettoyage délicat, le pangolin doit recourir à d'autres méthodes. Lorsque son museau est rempli de saleté, de sécrétions ou de débris collants, il le secoue vigoureusement ou le frotte contre des bûches humides, délogeant ainsi la saleté accumulée. Il utilise sa langue, une structure collante et flexible de plus de 20 cm de long, capable de collecter les insectes et d'éliminer les impuretés qui pourraient gêner son odorat. Ce comportement, bien que discret, est crucial dans leur routine. Toute obstruction peut signifier la perte d'une opportunité d'alimentation ou l'incapacité d'avertir à temps de la présence d'un prédateur. À mesure que la nuit avance, le pangolin de Palawan maintient son rythme tranquille. Chaque zone de la forêt dégage une odeur distincte et son museau examine, distingue et classe ces messages invisibles. Dans un monde sans grands félins ni loups, où les menaces viennent des braconniers et des reptiles, ce mammifère a perfectionné sa capacité à se déplacer sans être vu ni entendu. La nature sauvage de Palawan est leur refuge et leur odorat, leur arme la plus précise. Ici, dans l'immensité verte des Philippines, l'équilibre dépend de créatures qui, comme lui, ont appris à lire la forêt à travers l'air, l'odorat et le silence. Alors que la chaleur humide de Palawan commence à s'atténuer avec la tombée de la nuit, une autre silhouette se prépare à parcourir son territoire. Depuis la cime des arbres, une silhouette lourde et désordonnée glisse entre les branches, telle une ombre qui perçoit chaque fissure de la canopée. Sa démarche lente
et l'épaisseur de sa fourrure évoque des formes anciennes, comme surgissant d'une forêt figée dans le temps. Il s'agit du binturong, un habitant discret du fourré qui descend rarement au sol et dont la présence, bien qu'insaisissable, est vitale pour cet écosystème. Son corps robuste, recouvert d'une fourrure sombre et rugueuse, se fond dans l'ombre de la jungle. Sa survie ne repose ni sur sa force ni sur sa vitesse, mais plutôt sur une connaissance approfondie du territoire, un instinct qui perçoit chaque murmure du vent et chaque subtil changement de l'environnement. Cette capacité à s'adapter et à anticiper ce qui vient est ce qui lui a permis de survivre dans une forêt où beaucoup d'autres ont disparu il y a des millénaires. Le binturong a fait de la nuit son allié. Tandis que d'autres dorment ou s'abritent, il parcourt les sentiers invisibles de la cime des arbres, utilisant sa queue préhensile comme une ancre qui lui permet de se suspendre et d'atteindre les fruits suspendus dans l'obscurité. Leur régime alimentaire est varié et opportuniste. Fruits mûrs, petits vertébrés, œufs abandonnés. Tout peut être consommé si l'occasion se présente. Mais son véritable atout réside dans son odorat. Son nez large et humide lui permet de détecter les odeurs dans l'air épais et chaud. Ses narines larges et toujours ouvertes lui permettent de capter les plus infimes particules, celles qui annoncent la présence de fruits mûrs à des centaines de mètres ou d'une proie imprudente au pied d'un arbre. Cette structure nasale facilite également l'entrée d'une plus grande quantité d'air lors de la course ou de l'escalade rapide, un avantage vital lorsque la jungle exige une réaction immédiate. Cependant, il ne dispose pas des mécanismes nécessaires pour dégager facilement ses voies respiratoires. Lorsque l'humidité ambiante sature ses voies nasales, il secoue vigoureusement la tête, expulsant ainsi l'excès d'humidité et les particules accumulées. Une manœuvre grossière mais efficace, une partie essentielle de son comportement instinctif. Chaque nuit, il fait face à des défis invisibles. La déforestation a fragmenté son habitat, et de nouvelles clairières le forcent à descendre plus loin qu'il ne le souhaiterait. Des pièges l'y attendent. Et parfois, le regard hostile des humains. Mais le binturong a appris à se déplacer prudemment. Il voyage en altitude, évite les vieux arbres repérés par les chasseurs et marque son territoire d'une épaisse sécrétion qui le met en garde contre les intrus. Lors de ces nuits lourdes où le silence pèse et où l'air est chargé de parfums familiers, son odorat s'aiguise. C'est alors qu'il perçoit une odeur particulière. Ce n'est ni un fruit, ni une charogne. C'est un nid caché parmi les branches, avec des œufs qui battent sous la chaleur d'une mer absente. Il s'approche prudemment, testant la fermeté de chaque branche. Une fois arrivé, il penche son corps au-dessus de la canopée et enfouit son museau dans les feuilles. L'instant est bref et discret. Après avoir récupéré le butin, il descend quelques mètres et disparaît, à nouveau plongé dans l'obscurité. C'est ainsi qu'il survit, non pas par son sens du spectacle, mais par son talent. C'est la plus adaptée car elle ne s'impose pas, elle se dissout dans son environnement. Sur une île sans grands félins ni meute de loups, ruse et discrétion sont de mise, et rares sont ceux qui ont joué à ce jeu avec autant de maîtrise que lui. Mais tous les animaux des Philippines ne paraissent pas étranges et ternes. D'autres sont magnifiques, contrairement à ce que l'on voit sur d'autres continents. Et dans ce pays de jungles denses, de mangroves enchevêtrées et de pluies incessantes, la beauté prend des formes que la logique ne peut pas attendre. Sur les rives des rivières au courant lent, là où les racines des arbres s'enfoncent dans l'eau trouble et où les branches forment des toits verts, un reptile se glisse parmi les ombres. Le dragon d'eau des Philippines arbore une peau tachetée de vert jade, de bleu pétrole et de taches émeraudes qui se fondent dans le sous-bois. Lorsque la lumière filtre à travers des colonnes éparses, son corps semble s'embraser un instant. Ce n'est pas une couleur aléatoire. Dans les profondeurs de la forêt tropicale, où tout se confond dans l'obscurité et l'humidité, ces teintes fonctionnent comme un langage secret. Parmi leur espèce, les mâles les plus brillants sont aussi les plus forts, et cette intensité chromatique devient un avertissement de santé, de vigueur, de domination. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau des ruisseaux baisse et que les mares se réduisent à des miroirs fragmentés entre les pierres, le dragon d'eau des Philippines parcourt les rives à la recherche d'insectes et de petits crustacés. Mais cette recherche constante le maintient également attentif aux menaces potentielles. Lorsqu'il se sent menacé, il évite la confrontation directe et privilégie une fuite sûre.
Ses longues pattes arrière musclées lui permettent de sauter rapidement dans l'eau, où il disparaît sous la surface en quelques secondes, nageant habilement et retenant sa respiration pendant des minutes jusqu'à ce que le danger soit passé. Ce ne sont pas toujours de grands prédateurs qui guettent. Les rapaces de taille moyenne, les mangoustes et les pitons représentent une menace constante pour les animaux plus petits, et une simple négligence peut les transformer en proie. Plus haut, parmi les hautes branches, là où les larges feuilles forment des tunnels d'ombre et d'humidité, vit l'un des oiseaux les plus petits et les plus étranges de ces îles, le martin-pêcheur pygmée des Philippines. À peine plus grand qu'un poing fermé, ce minuscule martin-pêcheur défie la logique visuelle de son environnement. Son plumage associe des nuances orange vif et violette à un éclat métallique impossible à dissimuler. Cependant, dans le clair-obscur de la jungle, ces couleurs vibrantes se mêlent aux éclairs de lumière qui filtrent à travers les feuilles en mouvement, confondant leurs silhouettes avec des reflets et des étincelles. Comme le dragon, sa coloration fait partie d'un code. Pendant la saison des amours, le mâle déploie son plumage par de courts vols et des éclairs soudains, rivalisant pour attirer l'attention des femelles. Mais tout n'est pas que spectacle. Ce petit oiseau chasse en silence, perché sur des branches basses près des ruisseaux et des flaques d'eau, fondant sur les insectes, les petits reptiles et les têtards. Leur technique est patiente et précise. Un seul coup de bec bien ciblé suffit à capturer leur proie. Cependant, sa petite taille en fait une cible pour les serpents arboricoles et les oiseaux plus gros. Il doit donc être attentif à la fois à l'eau et au feuillage au-dessus. Ces deux créatures, distinctes par leur forme et leur taille, partagent un héritage commun. S'adapter à un environnement où la lumière filtre à contre-cœur, la chaleur écrase et la pluie frappe sans avertissement. Dans ce scénario, la couleur devient un outil, un langage et une défense. Ce n'est pas qu'un ornement. C'est une stratégie vivante, tissée d'écailles et de plumes, qui leur a permis de survivre dans un coin du monde où tout est mouvement, furtivité et menace. Au cœur de l'archipel philippin, des villes comme Davao s'étendent à l'ombre de montagnes et de jungles apparemment éternelles. Ici, la nature n'est pas loin, mais si proche qu'elle s'infiltre dans la routine quotidienne. Au milieu de la nature tropicale et des quartiers, des animaux comme la civette des Philippines errent furtivement dans les jardins et les marchés au crépuscule, ne représentant rien de plus qu'un faible murmure de la vie sauvage qui accompagne les humains. Sa présence est subtile, presque un compagnon naturel, faisant partie intégrante de la structure même du lieu. Non loin de là, de petites mais déterminées mangoustes des Philippines patrouillent parmi les cultures et les arbres, chassant les insectes et les petites proies. Ces animaux, adaptés à coexister sans conflit, reflètent l'histoire d'un écosystème qui a appris à partager l'espace sans verser de sang humain. Dans les villages de l'intérieur, il suffit d'entendre des chiens aboyer sans cesse en direction d'un buisson ou des oiseaux s'envoler silencieusement pour que les habitants remarquent la présence d'autre chose. Ce sont des signes qui ne nécessitent pas de mots, mais tout n'est pas calme dans cette relation. Dans les recoins les plus denses de la jungle, le python réticulé avance avec la patience silencieuse d'un prédateur qui domine son territoire. Leurs attaques, bien que sporadiques, constituent un avertissement constant pour les communautés rurales. Chaque année, une poignée de cas tragiques rappellent aux villageois que, même s'il n'y a pas de grandes bêtes errants dans la région, les Philippines ont toujours leur part de chasseurs implacables. Parallèlement, les sangliers, communs sur les coteaux, peuvent devenir agressifs, notamment lorsqu'ils se sentent acculés ou menacés, générant un autre type de conflit. Dans ce paysage de contraste, la vie humaine et animale s'entremêlent de manière profonde et complexe. Il n'y a ni distance, ni mur infranchissable. Seul un équilibre fragile, soutenu par l'adaptation, la ruse et la capacité à interpréter l'environnement, où la nature est omniprésente dans la vie des Philippins. Dans les nuits denses des jungles philippines, lorsque la chaleur semble se dissoudre sous la lourde humidité et que le vent effleure à peine la cime des arbres, des créatures émergent qui défient la logique. Des animaux qui ne courent pas, ne se battent pas, ne se cachent pas. Ils disparaissent, tout simplement. Parmi eux, le colugo des Philippines a fait de la gravité son allié et du vide son refuge naturel. À première vue, son apparence est déconcertante. Un corps allongé, recouvert d'une fourrure grisâtre et tachetée,
avec de grands yeux adaptés aux ombres. Mais la caractéristique la plus frappante est sa membrane cutanée qui s'étend du cou aux membres et des pattes arrière jusqu'au bout de la queue. Une couche vivante qui, une fois dépliée, lui permet de glisser sur des distances allant jusqu'à 60 mètres entre les arbres sans jamais toucher le sol. Contrairement à d'autres mammifères de sa taille qui comptent sur la vitesse ou le camouflage, cet animal a choisi une autre ressource, la hauteur et l'air. L'évolution, après des millions d'années de pression sélective dans un environnement fermé, humide et saturé de prédateurs, lui a donné la capacité de planer au-dessus du danger. Et ce n'est pas une mince affaire. À ces hauteurs, où les branches s'entrelacent pour former des ponts naturels et où les ombres bougent au rythme de la brise, pouvoir quitter une branche et sauter dans le vide, sachant que l'on peut contrôler sa descente, équivaut à avoir une voie d'évacuation presque infaillible. Le colugo des Philippines ne s'est pas encore volé, mais sa glisse est impeccable. Il écarte ses pattes, étendant sa membrane comme un cerf-volant biologique. Il contrôle sa direction en contractant doucement les muscles de ses membres et en déplaçant son poids avec un minimum de mouvement corporel. Il le fait sans surprise, sans effort visible, comme si la gravité elle-même conspirait en sa faveur. Son régime alimentaire est discret et constant. Il se nourrit de feuilles en croissance, de pousses en développement, de fleurs et occasionnellement de sève. Il préfère les altitudes plus élevées, où la concurrence est plus faible et où les prédateurs terrestres ne peuvent pas l'atteindre. Là, à ces hauteurs, sa vie se déroule sur fond d'humidité et d'ombre. La plupart de leur activité se déroule la nuit, lorsque les arbres sont enveloppés de brume et que les bruits de la jungle deviennent plus denses. Dans ce même environnement recouvert d'obscurité et de silence se produit un autre des moments essentiels de son cycle. Pendant la saison des amours, le colugo des Philippines adopte un comportement plus réservé. Mâles et femelles se repèrent grâce à de faibles vocalisations et à des marques olfactives sur les hautes branches. Les rencontres sont brèves, discrètes, presque invisibles pour ceux qui ne savent pas où regarder. Peu de temps après, la femelle donne naissance à un seul petit qui reste attaché à son ventre pendant les premiers mois, enveloppé dans la même membrane qui lui permet de glisser. Cette même obscurité qui protège les nouveau-nés cache aussi des dangers. Chaque nuit, une scène silencieuse se répète. Sur une large branche, un colugo des Philippines grignote les feuilles d'un jeune arbre. Quelques mètres plus bas, se déplaçant avec une lenteur mesurée, un python réticulé s'élève parmi les lianes. Le serpent connaît ce terrain. Son sens de la chaleur perçoit la légère vibration de la proie. Mais le colugo ne baisse jamais la garde. Son instinct a été aiguisé par des générations. Lorsque le serpent se rapproche et que la menace est imminente, l'animal ne fuit pas, il ne descend pas. Il se contente de bondir. En un instant, son corps se détache de la branche, déployant la membrane comme un parachute naturel. Le python reste suspendu parmi les lianes, immobile, tandis que le colugo philippin atterrit précisément sur une autre branche, à des dizaines de mètres de là. Dans cet environnement où les prédateurs rôdent à chaque coin de rue et où la jungle n'offre aucune seconde chance, la survie n'appartient pas aux plus forts ni aux plus rapides. Elle n'appartient qu'à ceux qui savent utiliser la nature à leur avantage, défiant même ses propres lois. Le colugo philippin prouve que l'évolution ne récompense pas la force, mais plutôt la capacité à se déplacer entre les branches sans jamais toucher le sol. Comme tant d'autres créatures sur ces îles, leur survie dépend de leur capacité à devenir invisibles aux yeux des chasseurs, et parmi celles qui ont perfectionné cet art de disparaître, une minuscule créature presque invisible se démarque. Dans les denses forêts tropicales de Mindanao, sous l'ombre constante d'arbres centenaires et parmi le sol couvert de feuilles mortes, vit un petit gardien de secrets et de rareté, la grenouille cornue de Mindanao. Son corps compact et trapu semble presque être une extension de la litière de feuilles, mais ce qui est le plus frappant, ce sont ses cornes distinctives au-dessus de ses yeux. Des protubérances osseuses recouvertes de peau qui ne sont pas simplement un ornement, mais une évolution spécifique pour mieux se camoufler. Ces cornes brisent la silhouette de l'amphibien, simulant de petites brindilles ou des épines, déroutant le prédateur et rendant sa présence presque invisible parmi les branches et les feuilles sèches. La grenouille cornue de Mindanao est experte en discrétion. Elle émerge souvent après la pluie, lorsque le sol devient boueux et que des mares temporaires apparaissent, idéales pour la reproduction.
Il se nourrit d'insectes, d'araignées et de petits invertébrés. Ses mouvements sont lents et calculés, restant immobile et patient jusqu'à ce que sa proie s'approche suffisamment pour être capturée. Contrairement à de nombreuses grenouilles qui sautent rapidement pour attraper leur nourriture, cette espèce préfère utiliser la surprise et la patience, des comportements adaptés à un environnement où le silence peut faire la différence entre la vie et la mort. Cette même patience se reflète dans leur parade nuptiale, où chaque geste et chaque son ont un but mesuré et calculé. Le mâle émet un cri profond et rythmé, un cri profond qui résonne dans les nuits humides, cherchant à attirer la femelle au milieu du murmure constant de la jungle. Le son, plus grave et plus lent que celui des autres grenouilles, est conçu pour traverser une végétation dense et s'accompagne de mouvements corporels subtils qui renforcent le signal. Dans cette danse auditive et visuelle, la patience et la persévérance sont essentielles, et le succès dépend autant de la force vocale que du moment précis où l'on choisit de chanter. Mais cette façon unique de communiquer n'est qu'une partie d'une adaptation beaucoup plus large, reliant la grenouille cornue de Mindanao à un habitat qui suit le rythme des pluies de mousson et des saisons éphémères. Ce qui distingue la grenouille cornue de Mindanao des autres grenouilles du monde réside à la fois dans son anatomie et son cri, et dans sa relation étroite avec un habitat qui évolue au rythme des pluies de mousson et des saisons éphémères. Leur cycle de vie est synchronisé avec le rythme de l'eau et de la végétation, ce qui rend leur reproduction possible uniquement pendant ces brefs moments où la forêt est remplie de mares temporaires. Son existence dépend de la précision avec laquelle la nature marque ces moments éphémères où la vie émerge et se transforme. Au milieu de cette fragilité, la grenouille cornue de Mindanao est un témoignage silencieux de la délicate harmonie qui soutient la forêt. Un équilibre qui, bien que vulnérable, persiste grâce à la persévérance de ceux qui connaissent son timing et ses rythmes, et à la patience ancrée dans chaque mouvement de ce petit gardien de la jungle. Parmi les eaux troubles et lentes des rivières et des mangroves, où le reflet de la canopée se confond avec la boue, une silhouette solitaire glisse lentement et furtivement. Porteur d'une lignée ancestrale, le crocodile des Philippines porte sur ses écailles l'histoire des géants qui dominaient autrefois ces territoires. Sa taille ne dépasse pas 1,5 mètre et son corps atteint à peine 14 kilos, une petite ombre de ses ancêtres gigantesques qui dominaient il y a des millions d'années les rivières et les lagunes. Des êtres imposants qui imposaient leurs lois sans rival. Mais le passage du temps, combiné à un environnement de plus en plus hostile, a façonné leur destin sous la forme d'une adaptation extrême. Le crocodile des Philippines a dû rétrécir, se transformant en un petit prédateur, contraint de chasser des insectes, des crustacés et même des escargots, de minuscules proies pour un prédateur dont la lignée avait été marquée par la férocité. Ce petit colosse est confronté chaque jour à un paradoxe brutal, le besoin impératif de survivre dans un monde qui semble conspirer contre lui. Son environnement autrefois vaste et libre est désormais fragmenté, envahi par la présence humaine, la pollution et la perte d'habitat. Pris entre la survie et l'extinction, il s'aventure près des rivages habités où le danger se cache à la fois dans l'eau et dans le regard vigilant de l'homme. Le chiffre est alarmant. Seuls 92 à 137 adultes sont encore en liberté. Chaque individu compte, chaque geste compte, et le sort de l'espèce est en jeu dans un territoire où chaque risque est définitif. Malgré sa petite taille, le crocodile des Philippines conserve la patience et la stratégie qui lui ont permis de survivre pendant des millénaires. À la tombée de la nuit, lorsque la jungle et l'eau se fondent dans un silence plein d'attente, il émerge pour chercher de la nourriture. Sa peau rugueuse, tachetée d'ombre qui se fondent dans la boue, lui confère un camouflage parfait tandis qu'il avance lentement, sans bruit, scrutant avec ses yeux qui ressemblent à des fenêtres sur un monde ancien. Le reptile sait que chaque mouvement pourrait être son dernier, mais l'impulsion vitale est plus forte que la peur. Sous la surface trouble, il glisse lentement son corps, s'approchant d'une colonie d'escargots pommes accrochés aux feuilles submergées. D'un mouvement subtil, il ouvre ses mâchoires et capture plusieurs proies, une nourriture modeste mais essentielle. Cet acte, répété nuit après nuit, représente un triomphe d'adaptation, preuve silencieuse que même dans les marges les plus hostiles, la vie persiste. Ce crocodile n'est pas seulement un survivant.
C'est un symbole vivant de la lutte constante entre la nature et les pressions du monde moderne. Leur existence reflète la dure réalité selon laquelle, pour avancer, il faut parfois prendre des risques mortels, faire ce qui va à l'encontre de sa nature même, et rester ferme, s'accrochant à la vie dans un environnement impitoyable. Dans le silence obscur des mangroves, cette minuscule créature porte en elle l'héritage des géants, la résilience d'une lignée qui refuse de disparaître et le prix inévitable de l'adaptation à un avenir incertain. Ainsi, l'histoire du crocodile des Philippines devient un puissant prélude, une parfaite introduction à ce qui nous attend, un récit de survie, de risque et de la danse inexorable entre la vie et la mort aux Philippines. Les tempêtes commencent à assommer les forêts. Les nuages s'épaississent au-dessus de la vaste canopée philippine, assombrissant lentement le ciel jusqu'à ce que la lumière du jour devienne terne et froide. L'air devient lourd et humide et un étrange silence absolu s'installe entre les arbres. C'est l'instant précédant l'explosion, comme le calme tendu précédant un rugissement que tous les habitants de la forêt reconnaissent et redoutent également. Du haut des airs, les primates philippins observent avec anxiété. Leur fourrure dense, adaptée à l'humidité constante, repousse les premières gouttes qui commencent à tomber. Le gibbon de Mindoro arbore un pelage si imperméable que les gouttes glissent simplement, lui permettant de rester au chaud et mobile même sous les pluies les plus fortes. Elle s'accroche fermement aux branches, se balançant prudemment, cherchant refuge dans les feuilles les plus épaisses, tandis que ses cris sont noyés par le grondement du ciel. Non loin de là, des oiseaux endémiques construisent leurs nids, construits à partir de fibres hydrofuges et recouverts de feuilles imperméables. Le martin-pêcheur des Philippines protège ses poussins avec ses ailes et le bec pointu de sa longue queue est utilisé pour nettoyer et protéger l'intérieur du nid, garantissant que la progéniture survive aux moments difficiles sans succomber. Au sol et parmi les troncs tombés, les petits rongeurs se réfugient dans des terriers profonds et étroits, conçus pour drainer l'eau et prévenir les inondations. La petite souris arboricole rapide des Philippines disparaît sous les racines et les cavités, tandis que la musaraigne carnivore ajuste son activité pour émerger pendant les brefs intervalles sans pluie où la chasse devient possible. La forêt elle-même devient un paysage liquide. Les pluies de mousson intenses et persistantes peuvent durer plusieurs jours, parfois même une semaine, transformant les sentiers en rivières temporaires et inondant les zones basses. Cependant, grâce à la structure du sol et à la densité du sous-bois, une bonne partie de l'eau s'infiltre dans le sous-sol, alimentant les sources et maintenant l'équilibre vital de l'écosystème. Pour certains animaux, la pluie est synonyme d'abondance et d'opportunité. Les amphibiens, qui dépendent de l'eau pour se reproduire, trouvent ces jours-là le cadre idéal pour poursuivre leur cycle vital. La grenouille cornue des Philippines pond ses œufs dans des flaques temporaires, tandis que les serpents venimeux profitent de l'humidité pour se cacher sous les feuilles mortes, attendant des proies qui deviennent plus vulnérables dans cet environnement changeant. Les grands prédateurs furtifs, comme la panthère nébuleuse, perçoivent cette humidité comme une arme à double tranchant. Les fourrés s'étendent, le terrain devient glissant et la mobilité est entravée, mais la couche de pluie constante masque également leurs mouvements, facilitant une chasse silencieuse. Ce sont eux qui en tirent le plus grand avantage, capables de s'adapter aux conditions et de transformer la tempête en un grand allié. À l'autre extrême, des espèces plus petites et plus fragiles souffrent de la perte de nourriture et d'abri. Les insectes et les petits mammifères, emportés par le courant, doivent reprendre leur cycle vital dès que la pluie cesse. Lorsque la tempête se retire enfin, la forêt semble respirer à nouveau. La lumière revient, filtrant à travers les gouttes restantes, et la vie reprend. La boue recouvre les feuilles et les branches, tandis que les animaux émergent lentement de leur cachette. Pour beaucoup, une nouvelle étape de recherche et de rétablissement commence. Pour d'autres, la pluie a marqué une limite, un avant et un après, qui redéfinit leur lutte pour la survie. Ainsi, la pluie aux Philippines n'est pas seulement un phénomène climatique. C'est une force qui façonne le destin de chaque créature, une épreuve constante que seuls les plus adaptés peuvent surmonter sans se perdre. Alors que la forêt tropicale se remet de la tempête, sous la surface des eaux chaudes qui entourent les îles, l'équilibre se maintient, guidé par d'autres lois. Sur ce terrain où les mangroves s'étendent comme des racines submergées,
et où les récifs se fragmentent en labyrinthes coralliens. La survie ne dépend pas de la vitesse ou de la force brute, mais de la patience. Parmi ces couloirs de sable et de roches, nage un prédateur qui contredit presque tout ce que l'on attend de son espèce. Le requin nourrice des Philippines se déplace lentement, bougeant son long corps musclé comme s'il n'y avait aucune urgence. Alors que d'autres requins parcourent l'océan à la recherche de proies rapides, cet animal a choisi une voie différente, dominer les profondeurs, les creux, les cavités sombres où se réfugie une petite vie insaisissable. Son anatomie est la réponse exacte à ce monde clos. Sa large bouche orientée vers le bas agit comme une puissante ventouse, aspirant les proies cachées sous le sable ou accrochées au corail. Poissons endormis, crabes distraits, mollusques qui sortent à peine de leur coquille. Tous sont vulnérables à cette méthode de non-poursuite. Leurs stratégies de chasse sont discrètes, presque invisibles. Ils s'approchent de la cible sans remuer les sédiments ni perturber l'eau, guidés par des barbillons sensoriels qui lui permettent de détecter le moindre mouvement sous le sable. Une simple poussée et la proie disparaît dans une cavité buccale conçue pour générer un vide en une fraction de seconde. Dans ces moments-là, le calme est rompu et la vie change de main. La chose la plus remarquable chez ce prédateur n'est pas son attaque, mais sa constance. Il peut passer des heures à explorer les anfractuosités des fonds marins, repérant des opportunités là où d'autres les ratent. Il n'a pas besoin de nager vite. Dans un environnement de récifs fragmentés et d'eau peu profonde, la vitesse est un handicap, pas un avantage. Le requin nourrice survit parce qu'il s'est adapté aux lois cachées de son écosystème. La nuit, lorsque les récifs s'assombrissent et que les proies baissent leur garde, ce requin est à son maximum d'efficacité. Il glisse parmi les troncs de mangroves submergés, les restes de coraux morts et les dépressions sablonneuses, absorbant tout ce que sa taille et ses mâchoires lui permettent. C'est dans ces heures que son apparence inoffensive révèle sa vraie nature. Une force méthodique et patiente qui fait de la répétition son outil le plus efficace. Loin des requins qui les poursuivent violemment, le requin nourrice des Philippines incarne un autre type de prédateur. Il domine non pas par la peur immédiate, mais par le contrôle absolu des marges. Il maîtrise ce que les autres ne voient pas. Et dans un écosystème où les cachettes sont plus nombreuses que les chemins ouverts, c'est un avantage certain. Leur existence est la preuve qu'aux Philippines, même sous la surface, la survie dépend moins de la force que de la compréhension de son environnement. Et personne, dans ces labyrinthes d'eau trouble et de corail brisé, ne le comprend mieux que lui. Mais sur les récifs, la vie ne tourne pas autour des prédateurs les plus redoutés, mais plutôt autour d'équilibres fragiles qui sont rompus et rétablis sans prévenir. Au sein de ce réseau subtil vit une autre créature dont le nom n'évoque pas de menace, mais dont la présence est vitale pour la stabilité de ses eaux. Le poisson-ange des Philippines se déplace autour des récifs dans un mouvement constant. Il ne chasse pas par faim, mais par détermination. Son corps ovale, couvert de couleurs qui reflètent la lumière filtrée, se déplace parmi les coraux et les anémones tel un gardien inaperçu. Il ne poursuit pas ses proies, il patrouille. Dans un coin du récif, une colonie d'éponges s'est développée de manière excessive. À mesure qu'elle s'étend, elle commence à recouvrir les coraux vivants, bloquant la lumière et entravant le passage des autres espèces. Sans intervention, cette croissance peut étouffer des fragments entiers de récifs en quelques jours. Le poisson-ange s'approche. Ses petites mâchoires agiles retirent des morceaux d'éponge avec précision. Il n'y a pas d'urgence. Morsure après morsure, il nettoie l'excédent, laissant aux coraux l'espace nécessaire pour respirer et aux petits crustacés pour retrouver leur refuge. Pendant ce temps, les petites crevettes tentent de rester sur la touche, conscientes que leur propre cachette dépend de cet acte discret. Mais tous les habitants du récif n'acceptent pas leur présence. Un petit groupe de demoiselles territoriales et agressives détecte l'intrusion et attaque les poissons-anges. Ils le frappent, le harcèlent et tentent de l'effrayer. Cependant, l'ange philippin ne répond pas. Il glisse gracieusement, esquivant chaque coup, et revient sans cesse au point de conflit. Ce comportement se répète pendant plusieurs minutes. Il n'agit pas par faim immédiate. Chaque mouvement a une fonction spécifique dans l'équilibre de son environnement. Il met en péril son espace et sa sécurité, car, dans cette routine discrète, il entretient une partie de la vie qui l'entoure. Mission accomplie, les poissons-anges se retirent.
Les demoiselles regagnent leur territoire, les éponges sont à distance et le récif retrouve son rythme. Tout revient à son cours, dans un cycle ancien qui n'a pas besoin de témoins. Alors qu'à la surface, la tempête est passée et qu'à terre, les prédateurs retrouvent leur rythme sous l'eau, dans la pénombre du corail. La bataille pour l'équilibre continue entre les mains de créatures que peu se soucient de remarquer. À la frontière délicate entre l'eau et la terre, là où le vert de la jungle se confond avec la surface liquide des rivières et des lagunes, vit un être qui défie la ligne entre deux mondes. La tortue des Philippines, une créature qui semble fragile à première vue, est en fait un colosse silencieux, un gardien territorial qui impose le respect à chaque mouvement lent et confiant. Sa carapace, structure complexe et résistante, est constituée de plaques osseuses recouvertes d'une couche dure de kératine, semblable à nos ongles, qui lui confère une armure impénétrable contre les attaques et les agressions. Cette armure n'est pas seulement protectrice, mais aussi le reflet de millions d'années d'évolution, une conception parfaite pour résister aux attaques de la faune terrestre et aquatique qui l'entoure. À l'intérieur, ses organes sont adaptés à une double vie. Des poumons qui lui permettent de respirer de l'air lorsqu'il fait surface et un système circulatoire efficace qui soutient son métabolisme lent mais régulier. Son corps compact et robuste se déplace avec la même habileté sous l'eau que sur terre. Dans l'eau, ses pattes palmées le propulsent avec aisance, tandis que sur terre, ses griffes robustes lui permettent de creuser des nids et de défendre son territoire. Bien que son allure puisse paraître lente, ce n'est pas une créature qui cède aux menaces. Territorial et violent lorsque l'occasion l'exige, il n'hésite pas à affronter les intrus, des petits mammifères aux oiseaux opportunistes qui s'approchent trop près de son domaine. Son régime alimentaire varié reflète sa polyvalence. Il se nourrit de plantes aquatiques, d'algues, d'insectes, de crustacés et de petits poissons, s'adaptant avec patience et efficacité à ce que son environnement lui offre. Cette flexibilité alimentaire lui permet de survivre dans un archipel où la disponibilité des ressources fluctue au gré des saisons et des marées. Pendant la saison des amours, les mâles font preuve d'agressivité territoriale, s'engageant dans des combats où la résistance de leur carapace et leur force physique sont essentielles à la domination et à la capacité de se reproduire. Les femelles, quant à elles, recherchent des zones sablonneuses et abritées sur les plages ou les berges des rivières pour creuser leurs nids, pondant des dizaines d'œufs qu'elles recouvrent ensuite de terre ou de végétation pour les protéger des prédateurs et du trafic humain. Aux Philippines, une scène courante se produit lorsqu'une tortue émerge de l'eau au crépuscule pour creuser un nid. Sous l'œil attentif de deux singes curieux, la tortue se déplace avec détermination, ignorant leur tentative d'approche. Peu après, un petit mammifère qui tentait de pénétrer sur son territoire se heurte à une barrière implacable, à une carapace qui résonne et à une détermination inébranlable. Tandis que la tortue poursuit sa vie entre la jungle et l'eau, affrontant les défis et protégeant son héritage, la forêt s'éveille avec des sons annonçant l'arrivée d'un monde encore plus petit, mais non moins fascinant. Des insectes aux formes inimaginables et aux stratégies uniques sont sur le point d'occuper le devant de la scène, révélant des secrets que seules les Philippines peuvent offrir. Tout en haut de la canopée, là où les branches s'entrelacent et où les feuilles filtrent la lumière en éclairs irréguliers, existe une société impitoyable. Une force organisée, précise et impitoyable. Ce sont les fourmis tisserandes d'Asie, dont la présence se fait sentir aux quatre coins de la forêt. Dans la jungle des Philippines, aucune créature ne peut ignorer sa domination. À première vue, ils semblent insignifiants. De petits corps ambrés brillants se déplaçant en rangée le long des tiges et des feuilles. Il suffit de s'arrêter et de regarder pour comprendre que chacun remplit une fonction au sein d'un ordre inflexible. Une structure hiérarchique qui agit comme un organisme unique. Ici, la fourmi ne survit pas seule. Elle vit, chasse et meurt pour sa colonie. Au cœur de cet ordre se trouve la reine. Une femelle fertile unique qui, cachée au sein de la colonie, assure la continuité de ce petit empire. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Sa seule tâche est de se reproduire. Elle ne sort pas, ne chasse pas, ne se défend pas. Mais tout tourne autour d'elle. Car sans elle, la colonie s'effondre. Autour d'eux, les ouvriers forment l'épine dorsale de cette société.
Ils patrouillent, chassent, défendent et construisent. Mais le plus extraordinaire est leur capacité à agir comme un cerveau collectif. Lorsqu'une patrouille rencontre une source de nourriture importante, comme un insecte blessé, elle ne se nourrit pas immédiatement. Ils marquent la zone avec des phéromones spécifiques et retournent immédiatement au nid. Ce qui se passe ensuite est une démonstration d'efficacité et d'ordre. Une horde d'ouvriers se mobilise en chaîne, suivant la piste chimique jusqu'à envelopper la proie en quelques minutes. L'attaque est extrêmement coordonnée. Ils saisissent les jambes de leur victime avec leurs puissantes mâchoires, grimpent sur son corps et, tel un tourbillon, le démembrent en fragments transportables. L'important n'est pas de savoir qui le trouve ou qui le consomme en premier. Dans cette société, si l'un gagne, tous gagnent. Mais leur talent ne se limite pas à la chasse. Les fourmis tisserandes sont des ingénieurs de la canopée. Elles construisent leur nid en reliant des feuilles vivantes entre elles, en les courbant avec leurs mandibules et leurs pattes pour former une structure fermée et robuste. Pour sceller les bords, ils n'utilisent pas leurs propres sécrétions. Ils transportent des larves vivantes qui sécrètent des fils de soie avec lesquels les ouvrières collent chaque feuille à la suivante. Aucune autre espèce aux Philippines ou dans le reste du monde n'a perfectionné une méthode similaire. Leur défense territoriale est implacable. Ces nids peuvent contrôler de vastes étendues de cimes d'arbres et toute créature qui croise leur route est impitoyablement attaquée. Des dizaines d'ouvrières l'attaquent à l'unisson, la mordent, l'immobilisent et la forcent à abandonner le territoire. Il a été démontré qu'ils affrontaient et chassaient des serpents et des petits mammifères lors d'actes de défense de masse. La colonie fonctionne comme une entité indivisible. Lorsqu'un secteur subit une attaque ou une perturbation, des signaux chimiques se propagent en quelques secondes et l'ensemble du réseau réagit. Il n'y a ni retard ni confusion. C'est une machine vivante, réglée au millimètre près pour maintenir son contrôle sur les hauteurs de la forêt. En raison de leur capacité à réguler les populations d'autres insectes, à tenir à distance les concurrents potentiels et à leur rôle dans la santé des arbres qu'ils habitent, les fourmis tisserandes ne survivent pas seulement aux Philippines, elles dominent. Il n'y a aucun insecte, oiseau ou petit reptile qui ose ignorer sa présence. Alors que les prédateurs agissent seuls sur terre et sous l'eau, ici, dans les airs, la survie dépend de l'organisation et du sacrifice pour le bien commun. Une société sans compromis, où l'efficacité biologique a été poussée à des limites encore incomprises. Alors que la colonie maintient son contrôle sur la cime des arbres, quelque chose d'autre s'agite parmi les branches inférieures et le sol humide. Des créatures encore plus insolites et inconnues se préparent à revendiquer leur part dans cette scène débordante de vie. Si les fourmis règnent par le nombre et l'organisation, le paradis appartient à un tueur solitaire, rapide et méticuleux. La guêpe chasseuse géante. Dépassant parfois 5 cm de longueur, cette guêpe ne dépend pas d'essaims ou de colonies. Elle chasse seule, poussée par un instinct qui a fait de son espèce l'une des plus meurtrières à son échelle. Leur vol est droit, déterminé, et chaque mouvement est conçu pour localiser une victime, la neutraliser et perpétuer leur lignée de la manière la plus brutale que la nature permet. Contrairement à d'autres insectes qui paralysent leur proie pour la dévorer ou la transporter jusqu'au nid, cette guêpe a un but plus sinistre. Lorsqu'ils détectent une chenille sans méfiance, ils font sur elle, s'accrochent à son corps et la piquent. Mais leur but n'est pas de la tuer. Le venin de la guêpe ne la tue pas, il la paralyse. La victime reste vivante, consciente, prisonnière de son propre corps. Une fois immobilisée, la guêpe cherche une cachette, un trou dans le sol, une fissure dans l'écorce ou une feuille enroulée. Elle y pond un œuf sur le corps paralysé de sa proie. Pendant plusieurs jours, la larve reste cachée, se nourrissant lentement. Il consomme d'abord les tissus mous, évitant les organes vitaux pour maintenir l'hôte en vie le plus longtemps possible. Ce n'est que lorsque la nourriture est épuisée et qu'il ne reste plus rien d'utile à dévorer que la larve achève son hôte et achève sa métamorphose. Cela peut paraître atroce, mais l'évolution s'arrête rarement à la moralité. Cette méthode garantit une nourriture fraîche, saine et abondante pour la progéniture, sans dépendre du hasard d'une chasse quotidienne. Elle empêche également les charognards ou les parasites de voler les proies. C'est un plan parfait, exécuté sur des millions d'années, qui transforme chaque génération de guêpes chasseuses en prédateurs de plus en plus spécialisés. Leur routine est méthodique. Aux heures les plus chaudes de la journée,
Ils patrouillent dans les zones ouvertes de la jungle et les clairières ensoleillées, où il est plus facile d'apercevoir leur proie. Ils ne gaspillent pas leur énergie à attaquer sans certitude. Chaque morsure comporte un risque. La proie pourrait s'échapper ou, comme certaines araignées et cigales, contre-attaquer. C'est pourquoi ils choisissent leur proie avec soin, les exécutent rapidement et disparaissent avant que leur manœuvre n'attire des concurrents. Dans cet écosystème où tout est conditionné par l'efficacité et la permanence, des méthodes comme celle-ci ne sont pas l'exception, elles sont la règle. L'évolution de la guêpe chasseuse a perfectionné cette stratégie car elle assure une nourriture constante et sûre pour la génération suivante, sans avoir besoin de stocker ou de défendre des réserves. Ici, même les plus petites créatures ont appris que la brutalité est un outil légitime de survie. Dans les zones humides des Philippines, où la forêt s'ouvre sur de brèves clairières et où les racines s'enfoncent dans les eaux stagnantes, la mort n'a pas toujours de griffes et de crocs. Parfois, cela prend la forme d'une minuscule créature, mesurant seulement quelques centimètres, vêtue des couleurs impossibles d'un avertissement. La grenouille venimeuse. À première vue, son apparence semble presque décorative. Des nuances électriques de bleu, de jaune et d'orange parcourent sa peau comme un signal d'alarme, un avertissement silencieux pour quiconque ose l'ignorer. Mais ce n'est pas seulement un procédé esthétique. C'est une déclaration d'intention. Leur peau exsude l'une des toxines les plus puissantes du règne animal, une substance capable de paralyser les insectes, les arachnides et les petits vertébrés en quelques secondes. Une défense absolue qui a rendu ce minuscule amphibien intouchable. Et très peu de créatures de la jungle peuvent s'offrir ce luxe. Dans un environnement brutal comme les Philippines, où chaque forme de vie doit gagner un avantage ou disparaître, cette grenouille a trouvé sa ressource ultime. Vulnérable de par sa taille, trop visible de par ses couleurs, il ne peut ni se cacher ni compter sur sa vitesse. L'évolution a alors pris un autre chemin. Elle a transformé sa peau en arme et son corps en message. La toxine qu'il sécrète ne provient pas de son corps. Elle provient de certains insectes et arachnides venimeux qu'il consomme, transformant leur composé chimique en une défense mortelle. Un mécanisme perfectionné au fil des générations, lui permettant d'être intouchable même par des prédateurs chevronnés. Seuls quelques-uns, comme certains serpents arboricoles, ont développé une résistance partielle à son venin, mais pour les autres, même une légère exposition à sa peau suffit à provoquer une paralysie, un effondrement nerveux et, dans de nombreux cas, la mort. Le poison contenu dans une seule grenouille peut tuer plusieurs dizaines de petits mammifères et, en cas de contact prolongé, provoquer des convulsions et une insuffisance cardiaque chez des organismes beaucoup plus gros. Il s'agit en substance d'une arme nucléaire miniature. Cette grenouille n'attaque pas comme les autres chasseurs. Sa méthode est la furtivité absolue. Il se déplace à travers les feuilles trempées, détecte sa proie, un scarabée sans méfiance et, d'un mouvement précis, bondit sur elle et l'engloutit. Le venin fait alors effet, annihilant toute tentative de résistance en quelques secondes. La jungle semble le savoir, les prédateurs évitent leurs itinéraires. Les insectes changent de direction en sentant leur odeur, et même les oiseaux évitent de se percher là où ces grenouilles se rassemblent après les pluies. Car ici, dans cet environnement hostile, la survie ne dépend pas toujours de la force ou de la rapidité. Parfois, il suffit de tuer en silence. Alors que l'humidité du soir commence à s'installer sur la jungle, là-haut, un autre chasseur affûte son vol. Un chasseur qui n'a besoin ni de toxines, ni d'embuscades. Un prédateur qui règne depuis les airs. Aux Philippines, lorsque le ciel s'éclaircit après les pluies et que les courants thermiques s'élèvent de la terre trempée, aucune créature n'est plus redoutée que le faucon des Philippines. D'en haut, là où seuls quelques-uns osent voler, cet oiseau surveille son domaine avec la froideur d'un prédateur qui a perfectionné son art jusqu'à le transformer en un art cruel. Leurs yeux, héritiers directs des dinosaures qui régnaient autrefois sur la planète, perçoivent les moindres mouvements parmi la végétation. Ils sont capables de détecter le léger tremblement d'une feuille agitée par une proie ou l'éclair fugace d'écailles dans un ruisseau lointain. Chaque détail compte, car pour cette créature, la souffrance des autres n'est pas une erreur, c'est une tactique. Son anatomie reflète ce principe. Son plumage dense et compact lui permet de se déplacer parmi les cimes des arbres sans perdre de vitesse.
Les pattes, armées de griffes proportionnellement plus fortes que celles de n'importe quel félin terrestre, peuvent percer avec précision les organes de ses proies ou les immobiliser sans avoir besoin de les tuer immédiatement. Parce que le faucon des Philippines tue rarement rapidement. Même dans leur propre nid, la violence règne. De chaque couvée, seuls 1 ou 2 poussins survivent, et ce n'est pas grâce à l'intervention des adultes. Ce sont les plus forts qui poussent leurs frères plus faibles dans le vide, sachant, instinctivement, qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Seuls les impitoyables méritent le privilège d'apprendre à tuer. Leur régime alimentaire comprend une grande variété d'aliments, des lézards et petits mammifères aux jeunes oiseaux et chauves-souris insouciantes. Mais c'est en chassant des proies plus grosses que ce prédateur révèle sa nature implacable. Il ne se contente pas de capturer et de consommer. L'épervier jouit d'un contrôle prolongé, terrorisant sa victime avant de l'achever définitivement. Il brise les ailes, mutile les pattes et les maintient en vie suffisamment longtemps pour garantir qu'il n'y ait aucune évasion ou sauvetage possible. Cette brutalité prend forme au plus profond de Mindoro. Un jeune macaque descend au bord d'un ruisseau pour chercher des fruits. Le calme est apparent, mais dans le silence dense de la jungle, chaque prédateur sait quand son heure est venue. Du plus haut de la canopée, l'épervier des Philippines observe. Il ne se précipite pas. Il attend que le singe s'éloigne de la protection du feuillage. Et puis, sans prévenir, elle tombe comme une ombre compacte et mortelle. Les griffes transpercent le dos du macaque avant qu'il puisse tourner la tête. Elle ne le tue pas. Elle le traîne sur plusieurs mètres au sol, soulevant un nuage de feuilles et de boue jusqu'à ce qu'il soit immobile mais conscient. À partir de là, le faucon commence à démembrer. D'abord les membres, puis le cou, et enfin les organes exposés, avec un calme qui semble contre nature. Il n'y a pas d'urgence. La mort du macaque n'est pas le but. C'est l'acte lui-même, l'affirmation violente de sa suprématie sur un territoire où tout ce qui respire est condamné à lever les yeux. C'est ainsi que cet oiseau chasse. C'est ainsi qu'il a survécu au siècle alors que des espèces entières ont disparu. Il ne le fait pas par excès de force. Il comprend une chose que peu de mammifères possèdent. Dans cet environnement, celui qui détruit le plus survit. Aux Philippines, même le ciel n'offre aucun réconfort. Ici, tout ce qui respire, tôt ou tard, paie un prix. Des jungles enchevêtrées aux récifs submergés, les Philippines ne sont pas qu'un archipel. C'est un paysage fragmenté par le temps et la géographie, où la vie s'adapte à l'impossible et survit en marge. Dans ce vaste écosystème, chaque créature, de la discrète panthère nébuleuse à la guêpe chasseuse qui sème sa lignée sur le corps des autres, trouve sa place dans un équilibre qui ne reste jamais statique. La chaleur étouffante, les pluies incessantes et le silence brutal avant la tempête ont façonné des anatomies et des comportements improbables qui ne peuvent s'expliquer que dans un environnement qui n'accorde aucun avantage à personne. La brutalité n'est pas un choix, c'est une méthode. Voilà comment cet endroit fonctionne. Voilà comment ce cycle se perpétue. Mais ce n'est pas une fermeture. Parce qu'à chaque feuille qui tombe, à chaque fissure sous l'eau, une autre histoire commence. Et sur les îles qui fragmentent ce monde ancien, il reste toujours quelque chose qui n'a pas encore été vu. La nature n'accorde pas de fin. Elle n'offre que des suites, et c'est le monde qui décide quand arrêter de chercher.